Rencontre ce matin entre le président du Conseil supérieur de la communication et les représentants des partis politiques. Il s'agit d'échanger sur les modalités d'accès des partis politiques aux médias, notamment en période électorale. Le volet reportage de cette édition sera consacré aux accidents de la route devenus de plus en plus monnaie courante à Niamey. Les causes de ces accidents à retrouver dans ce journal. Vous êtes sur la toute première chaîne de télévision H24 du Niger et vous faites bien d'ailleurs, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. Le président du Conseil supérieur de la communication a rencontré ce matin les représentants des partis politiques. L'objectif de la rencontre est d'échanger sur les modalités d'accès des partis politiques aux médias publics, notamment en période de campagne électorale. Le compte-rendu de Murtala Zubé. Échanger sur les modalités d'accès aux médias publics des syndicats, associations et partis politiques, c'est l'objectif de cette réunion d'échange initiée par le Conseil supérieur de la communication, CSC, dont cette première rencontre a concerné les partis politiques. Cette réunion intervient dans le cadre de l'accomplissement de notre mission en tant qu'instance de régulation des médias, qui est celle de garantir l'accès équitable aux médias publics, aux partis politiques, aux syndicats, aux associations et aux citoyens. En tant qu'institution de la République, le Conseil supérieur de la communication a cette attribution du simple fait que l'accès à l'information est un droit reconnu à chaque citoyen nigérien par la Constitution du 25 novembre 2010. Et cette même Constitution donne mandat à notre institution de veiller au respect effectif et équitable des partis politiques, des syndicats, des associations et des citoyens aux médias publics, d'une part, et d'autre part, de garantir la pluralité des opinions dans les médias publics et privés. Les contenus des programmes des médias publics doivent respecter la pluralité des opinions et des sensibilités, a ajouté le président du Conseil supérieur de la communication avant de revenir sur les modalités d'accès aux médias publics. Quand un parti politique ou quand une section régionale d'un parti politique organise son instance régionale et tient une conférence ou publie ou diffuse une déclaration, normalement cette activité ne fait pas l'objet de couverture et de diffusion à titre gratuit. En dehors de ces activités-là, donc des bureaux politiques au plan national et qui se limitent au congrès, aux déclarations, aux meetings, aux conférences de presse, toutes les autres activités des partis politiques, des syndicats et des associations peuvent faire l'objet de couverture, de diffusion et de traitement et de diffusion par les médias publics, mais à titre onéreux, c'est-à-dire à titre payant. Et là, il s'agit d'un service. Et il appartient aux partis politiques, aux syndicats ou aux associations de discuter avec les médias publics sur le prix à payer pour ce service. Et c'est par la suite apaisanti sur les temps d'antenne et l'espace accordé à ces derniers. Dans les médias audiovisuels, donc c'est-à-dire radio et télévision, la délibération a prévu une durée maximale de 2 minutes à la radio et à la télévision lorsqu'il s'agit de déclarations, de meetings, de conférences ou de points de presse. Et une durée maximale de 3 minutes à la radio et à la télévision lorsqu'il s'agit de congrès ou de toute autre instance en tenant lieu. Dans la presse écrite, c'est 1/4 de page dans le quotidien Le Sahel,
ou l'hebdomadaire Sahel Dimanche, qui est réservé à la couverture des déclarations, meetings, conférences ou points de presse. Et une demi-page, toujours dans le Sahel ou le Sahel Dimanche, lorsqu'il s'agit de la couverture des congrès ou de toute autre instance en tenant lieu. En cas de manquement par les médias publics aux dispositions de la présente délibération, le Conseil supérieur de la communication appliquera les sanctions prévues par les dispositions de la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant disposition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Début ce matin à Niamey, des travaux d'un atelier dit de validation des résultats de l'étude portant sur l'émergence d'une classe moyenne et la réduction des inégalités au Niger. Il s'agit à travers la dite initiative de réduire les inégalités, promouvoir le développement humain et renforcer la contribution de la classe moyenne à la dynamique de développement économique du pays. Aïssa Ibrahim. Cet atelier de validation des résultats constitue une étape clé dans le processus de mise en œuvre du plan de développement économique et social cadre fédérateur pour répondre aux défis prioritaires du développement du Niger à moyen terme. L'objectif de cette étude est de caractériser la classe moyenne nigérienne dans le but de formuler des recommandations de politique économique en vue de réduire les inégalités et la pauvreté tout en favorisant un développement inclusif. L'objectif visé est donc d'élargir durablement la classe moyenne au détriment de celle des pauvres. Cette dynamique d'élargissement de la classe moyenne s'inscrit dans le cadre des politiques pro-pauvres et doit intégrer les recommandations issues de débats sur les enjeux fondamentaux qui impriment leur marque et continueront de le faire pendant longtemps sur le processus de développement national. À cet effet, des recommandations de politique et stratégie, mettant notamment l'accent sur des politiques de redistribution, ont été formulées afin d'améliorer les conditions de vie des ménages, en termes notamment de dynamique démographique, de santé, d'éducation, d'investissement, de logement, d'infrastructures et de création d'opportunités. Au Niger, depuis quelques années, il y a une prise de conscience des autorités politiques au plus haut niveau sur la nécessité de faire de la classe moyenne un levier de la politique économique et un instrument de la stratégie de lutte contre la pauvreté et du chômage. C'est pour répondre à cette préoccupation du président de la République et du gouvernement que l'Institut national de la statistique a décidé de réaliser cette étude sur l'émergence d'une classe moyenne et la réduction des inégalités au Niger. En effet, cette étude est le fruit d'une rencontre en 2012 entre la cellule économique de la présidence de la République et l'Institut national de la statistique qui, pour renforcer leur partenariat, ont décidé ensemble de se pencher sur cette question de l'émergence d'une classe moyenne au Niger et sur sa contribution au développement économique, social et culturel durable de notre pays. Cette étude n'est donc que le début d'un processus. C'est un jalon sur la longue route des stratégies et des politiques de développement économique et social que notre pays élabore et met en œuvre pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Je sais, compte tenu de la diversité et de la qualité des participants présents aujourd'hui dans cette salle, que le rapport de cette étude sera enrichi et validé et sera d'une qualité certaine. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de validation des résultats de l'étude sur l'émergence d'une classe moyenne et la réduction des inégalités au Niger. Il est apparu indispensable pour l'Institut national de la statistique dont la mission principale est de mettre à la disposition du gouvernement et des utilisateurs des données statistiques fiables et de qualité pour aider à une prise de décision efficiente sur les questions socio-économiques, démographiques et culturelles, de créer les conditions pour qu'au niveau des réflexions, des préoccupations de l'administration de la population, les intérêts des plus démunis soient pris en compte. Et puis, dans le cadre de sa tournée entreprise à l'intérieur du pays, le ministre en charge des Transports était à Dosso pour une visite d'inspection de 24 heures. Cette visite du ministre Saleh Seydou sur les infrastructures relevantes de son département ministériel s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la fête du 18 décembre. Aoussi Abdraman. Accueilli au village de Deitagui par les autorités administratives et coutumières de la région de Dosso, le ministre des Transports qui effectue une tournée à l'intérieur du pays du 2 au 5 de ce mois dans les régions de Dosso, Tawa, Maradi et Zender
a commencé la première étape de sa visite à Dosso par le port sec, où une unité de construction du chemin de fer, notamment de la société Bolloré, et une autre unité du port sec lui ont fourni des explications sur l'état d'avancement des travaux. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue à la station de la météorologie nationale, puis à la direction régionale des transports, où il a reçu des explications sur le fonctionnement de ces directions. Après des échanges avec les administrateurs, un cahier de doléances a été remis au ministre qui les a rassurés d'œuvrer pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Après ces visites, le ministre des Transports a animé une conférence dans la salle de réunion du gouvernorat de Dosso. Après le mot de bienvenue du maire de la commune urbaine de Dosso, le gouverneur a prononcé un discours dans lequel il a félicité les autorités de la 7e République pour les efforts de modernisation de la région de Dosso. Le ministre des Transports a ensuite prononcé un discours dans lequel il a souligné l'importance vitale du port sec et de la ligne du chemin de fer dans le désenclavement de notre pays ainsi que les nombreux emplois qui vont en découler. La situation géographique de notre pays, liée à son enclavement, a amené le gouvernement à créer ce port sec à Dosso, avec une antenne à Niamey, qui est un établissement à caractère industriel et commercial. Le port sec de Dosso et son antenne de Niamey constituent un dépôt temporaire, extraportière, considéré comme un prolongement naturel des ports maritimes et destiné au groupage et à la distribution des marchandises, mais en regroupant dans un même lieu les services de douane, les services de transit, les services de gare ferroviaire et les entrepôts. Il s'agit de faciliter le traitement des marchandises à l'importation et à l'exportation, de réduire les coûts et les délais de transit et de transport, d'améliorer et d'accélérer les procédures douanières, d'accroître les recettes douanières et fiscales, tant au niveau national que régional et communal, de créer des emplois directs et indirects au niveau de la ville de Dosso. S'en est ensuite suivi des échanges entre le ministre et les participants. Échanges au cours desquels le sultan de Dosso a transmis aux autorités la satisfaction de la population de la cité légendaire des Jarmakoy. D'un coût global de 20 milliards de francs CFA et une superficie de 103 hectares, le port sec de Dosso constitue une aubaine pour la région de Dosso et une relance pour les activités socio-économiques de notre pays. Et puis, vous l'avez compris, nous recevons ce soir sur ce plateau un invité. Il s'agit de M. Moussa Keita. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moussa Keita est militant du MNSD Nassara. Alors, M. Moussa Keita, le week-end dernier, deux congrès se sont tenus pour un même parti politique, à savoir le MNSD Nassara. L'un s'est tenu au palais du 29 juillet, convoqué par Albadé Abouba. L'autre, dans la périphérie de Niamey, convoqué par Seni Oumarou. Alors, comment, selon vous, expliquer ces deux congrès pour le même parti politique? Je remercie la télévision Dounia. L'occasion que vous nous offrez pour quand même donner des explications encore plus claires pour que nos militantes et nos militants comprennent un peu la situation actuelle que nous vivons par le comportement de l'ex-président, l'ex-militant Seni Oumarou du MNSD. L'actuel président n'a pas convoqué le congrès. C'est l'ex-président Seni Oumarou qui a convoqué le congrès pour le 29 et le
pour le 29 novembre et 30 novembre 2014. Vous savez, il y avait déjà une crise. Donc, le secrétaire général du parti, à travers ses prérogatives, c'est-à-dire l'article 66 du règlement intérieur, à son alinéa 3 dit ceci. Le secrétaire général donne des ordres politiques aux sections du parti. C'est sur cette base qu'il a pris l'engagement de respecter l'article 66 du règlement intérieur qui est ses prérogatives. Et à travers cet article, il est le principal animateur de la vie du parti. Donc, pour ceux qui connaissent nos articles, et je les invite d'abord de faire beaucoup attention, vous avez 3 textes fondamentaux sur la place publique. Le vrai qui est déposé au ministère de l'Intérieur après le congrès de Zender et celui qui est paraphé. Donc, il y a 2 autres qui circulent qui ne sont pas paraphés. Et nous venons d'apprendre cet après-midi qu'un 3e est sorti, un autre faux. Bon, ben, on n'est pas surpris. Le SG s'est encore basé sur l'article 120 du règlement intérieur qui autorise la majorité des conseillers, la majorité absolue des conseillers peuvent convoquer le Conseil national. Un Conseil national extraordinaire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, avant d'aller au Congrès, nous avons jugé utile de passer au Conseil national pour nous départager, compte tenu du litige qui nous lie. Et après ce Conseil, le Conseil a retiré sa confiance à l'ex-président, l'ex-militant Seynou Oumarou. Et de là, nous sommes partis au Congrès convoqué par M. Seynou Oumarou. Justement, vous voulez dire que ce congrès a donc été régulièrement convoqué par notamment le président, mais est-ce que lui, Albadé Abouba, sa qualité de secrétaire général, était-il vraiment habilité à convoquer et même peut-être à présider les travaux de ce congrès? Parce qu'on l'a vu, c'est lui qui les a Je crois que le Conseil national a pris des résolutions. En retirant sa confiance à l'ex-président, l'ex-militant Seynou Oumarou, le Conseil a donné mandat à l'ex-secrétaire général, qui est actuellement le président du parti, de diriger les travaux du Congrès, convoqué par le sieur Seynou Oumarou. Donc, à notre grande surprise, il n'a pas jugé utile à se présenter à ce Congrès. Il a préféré faire son Congrès, je ne sais pas, dans un jardin ou un champ, je ne sais pas. Vous l'avez dit, il y a eu quand même 2 congrès. Un, vous avez dû convoquer dans un champ, en tout cas à la périphérie de Niamey, et l'autre au palais du 29. Selon vous, alors lesquels des 2 congrès est légal et peut-être même légitime? Écoutez, l'ex-président et l'ex-militant Seynou Oumarou a fait un congrès, un conseil national et un congrès le même jour, à moins de 3 heures de temps. Donc, vous voyez, je ne parle pas de légitimité, mais je pense que c'est même une insulte au parti qui lui a tout donné. Donc, je ne ferai pas un commentaire par rapport à son fameux conseil national et congrès, mais tout ce que je sais, nous avons fait 2 jours de travaux. Du 26 au 27, nous avons tenu le Conseil national. Et du 29 au 30, nous avons tenu notre congrès. Alors justement, suite à ce congrès que vous avez tenu, des grandes décisions ont notamment été prises. Parmi celles-ci, vous avez annoncé par exemple l'exclusion de Seynou Oumarou du parti. Lui également en a fait pareil. Alors avec tous ces problèmes, comment vous assurez vraiment de l'avenir, un avenir radieux pour le MNSD Nassara et même participer aux élections législatives et présidentielles prévues en 2016? Comment comptez-vous vraiment affronter ces échéances avec ces problèmes? Nous allons, avant d'arriver d'abord aux échéances que nous allons affronter, je vais revenir un peu sur l'exclusion de l'ex-militant, l'ex-président Seynou Oumarou. Les différents délégués ont pris acte de la décision du Conseil national extraordinaire qui a retiré sa confiance. Sur cette base, ils ont fait une analyse
ce monsieur a tout eu du parti. Et je veux vous rappeler certains faits qui ont poussé le Congrès à l'exclure du parti. Il a fallu que son mentor soit en prison pour qu'il prenne sa place. Il a fallu... Son mentor, c'est qui? Son mentor, Hama Amadou, pour qu'il prenne les rênes du parti. Il a fallu que le président Tandja soit en prison pour qu'il reconnaisse que le Tazarch a eu une erreur. Il a fallu que son SG soit aux arrêts pour qu'il... en catimini, il a voulu le sauter comme SG. Malheureusement, ça n'a pas marché. Nous avons été vigilants. Et je vous assure, le Congrès a aussi tenu compte le fait qu'il n'a jamais rendu visite à son SG en détention, à plus forte raison rendre visite à sa famille. Vous voyez, donc les gens ont tenu compte de sa gestion. Et le Congrès a décidé d'auditer le parti de 2009 à ce jour. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Il rendra compte, ça ne se limitera pas uniquement à l'exclusion, il faut bien qu'il rende compte. Et pour cela, il faut faire un audit pour permettre aux militants de savoir réellement qu'est-ce qui a été fait de leurs biens. Je crois que pour bien diriger un pays, la bonne gestion commence par le parti qu'on dirige. Mais malheureusement, nous avons eu un président qui a eu à gérer le parti à sa manière de gérer et à désirer. Et ce audit nous permettra de savoir réellement qu'est-ce qu'il a fait des biens du parti. Par exemple, la subvention que l'État accorde aux partis politiques conformément à la charte des partis politiques au Niger. Alors, peut-être une dernière question, M. Moussa Keita. Est-ce vrai que l'ancien président Tandja Mamadou a annoncé son soutien en faveur du clan Seyni Oumarou? Monsieur Moudi, je vous remercie. Je crois que vous prenez à partir du 25 juillet 2013 à cette date, nous n'avons jamais cité le nom du président Tandja. Nous l'avons par contre protégé. Nous l'avons par contre évité de le tirer par le bas. Donc, les autres ont utilisé son nom, ça n'engage que. Que le président Tandja s'affiche avec eux, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Nous avons du respect pour lui. Nous avons du respect pour son âge. Nous avons du respect par rapport au poste qu'il a eu à diriger. Il a eu à diriger ce pays. Donc nous pensons qu'il est libre de faire le choix qu'il veut. Mais la base, c'est pas le président Tandja qui était au Congrès pour décider du sort de M. Seyni à notre Congrès. C'est les congressistes qui ont décidé du sort de l'ex-président, ex-militant Seyni Oumarou. Donc je veux que les choses soient claires. Nous avons évité de citer le nom du président Tandja. Ils peuvent le citer. Les mêmes qui l'ont traité, qui ont traité son nom dans la boue, les mêmes qui l'ont trahi, les mêmes qui ont sali son nom, s'ils s'affichent avec eux, ça c'est entre lui et eux, ça ne nous regarde pas. Et nous continuerons à le respecter. C'est notre père. Nous avons du respect pour lui. Nous refusons de le citer dans ce que nous faisons. Nous avons décidé de soutenir le président de la République pour que la paix règne dans ce pays. Sans paix, aucun développement n'est possible. Alors, merci, M. Moussa Keita. Vous pouvez également rester suivre avec nous pour suivre la suite de ce journal, si vous le désirez bien. Merci. Suite de ce journal, le président de la section PNDS Tareya du 4e arrondissement communal de Niamey a offert un don composé de vivres aux élèves de l'école dit Aïssia Imatoun. C'est au quartier Kwarategui ainsi qu'aux habitants, cette fois-ci, du quartier Yaboni Plateau à Sagagourou. Voyons le compte rendu de nos confrères de la RTT. L'école d'Aïssia Imatoun, autrement dit aidez-moi à me relever, tient toujours debout grâce aux bonnes volontés. Cette école, créée pour soustraire ses enfants issus des familles les plus démunies de Kwarategui, des affres de la mendicité, a reçu la visite d'un jeune doté d'une large vision et d'un sens élevé du partage. Il s'agit de Elhaj Aminou Ibrahim Soudenji, conseiller communal et président de la section PNDS Tareya Niamey 4, qui a apporté une importante quantité de vivres composés de riz et de farine de manioc aux élèves.
zan kai gwandi ngai maga zan kan rayin wari kulkin ido ikoi gadan ara bor gon kan ga control ngai no ga ne siga daga kwano an kan iga daga zan kai si an kan gato zaman nan ka sango irgo ga jinde dan bore kan yan irkoi no anga irman sintin gudu tuyan kala tare boro kanna fondo feri irgo ma irkoi ga kanna nabte irkoi mu dia san goyera sanda irano sanda ama na gaci so zan kai kukan go fonai dal wai no nyangai da baba yigite gono ise ngono gaci wakan igi churgo sendinda to so kun wona bine insha Allah ndi aga jiro mo ndi se dal wai wadi irko kan doga nei foi jina hinde no igi da bari koy ne. Après l'école d'Essay Matoun, direction à présent le quartier Yaboni Plateau, situé en pleine brousse à quelques kilomètres de Sagagorou, où une population attendait Aminou Sedendi et sa délégation. Après avoir transmis aux populations, les salutations du président de son parti, Mohamed Bazoum. Là également, le président de la section Pendes Saré à Niamekat a offert une importante quantité de vivres aux populations qui n'ont pas manqué de lui témoigner toute leur gratitude. Il sabun du gomno kaka da bore se o il ko tala mal barka da ngaga il ko dai ma halashi il ko man kaga ngawra il ko ngwale il ko gamo il mo kaka kidi il ko marsalama kunno bani arsalama meda me mo goga ku bai ni hando o hun ko ga su buga da gono ka da gandi muradu da yo jirga ku bai kan kana se il ko tala ma berandi il ko min kaga ngora. Jeune politicien charismatique, courtois et très généreux, Elhadji Aminou Ibrahim Sedendi a pris l'engagement de faire du bien-être des habitants de son arrondissement sa seule et unique préoccupation. Les actions sont bien dans la logique du programme de la Renaissance, dans un programme intitulé Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Aujourd'hui, je suis ici à Sagagorou, c'est dans le 4e arrondissement. Je crois que ici, je suis chez moi. Je suis venu voir les habitants donc, du quartier Sagagorou pour amener un petit geste. Pour Inch'Allah, et puis prochainement aussi, on compte revenir pour amener plus. L'ambition que nourrit le président de la République, son Excellence Issoufou Mamadou, celle d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, est aujourd'hui partagée par des jeunes comme Aminou Sedendi, dont son action doit faire école. À Maradi, le réseau de téléphonie mobile Orange Niger a initié le 28 novembre dernier un dîner de partage avec des partenaires et clients autour de l'Internet haut débit en mobile 3G. Les précisions de notre correspondant sur place, Alzouma Seni Soumaïla. En prélude au lancement du réseau Internet haut débit mobile 3G+, dans la région de Maradi, Orange Niger a organisé ce dîner de partage et d'information avec ses partenaires et opérateurs économiques. Un cadre d'échange qui a permis aux responsables d'Orange Niger d'expliquer les avantages et les services innovants qu'offre l'Internet haut débit mobile 3G+. La région de Maradi, comme vous le savez, est un poumon économique du Niger. Et de nos jours, toutes les transactions, l'essentiel des transactions se font via le net. Et donc il est très important que les acteurs économiques de Maradi, les populations, les étudiants de Maradi prennent ce virage du haut débit mobile. Et aujourd'hui, Orange est le seul opérateur à disposer d'une telle technologie au Niger. Donc au-delà de l'accès Internet, il faut bien se dire que c'est une formidable opportunité pour accélérer le développement économique de la région de Maradi. Toutes les études montrent que plus on augmente la pénétration du haut débit, plus il y a de la croissance économique. Donc je crois que pour maintenir le leadership au Niger en termes de pôle économique, Maradi doit assurément prendre le virage du haut débit mobile et c'est ce qu'apporte Orange aujourd'hui. Et c'est ce qui justifie naturellement ma présence pour non seulement vous remercier pour tout le partenariat que nous avons eu sur les dernières années, mais également pour vous dire que Orange vous apporte aujourd'hui un investissement majeur qui permettra à Maradi de poursuivre sa croissance, de poursuivre son développement et de demeurer un pôle économique fort au Niger. L'Internet haut débit mobile 3G+ aura un impact positif dans les échanges commerciaux et la croissance socio-économique de la région de Maradi.
Restons toujours à Maradi où justement l'Internet haut débit mobile 3G de Orange Niger a été officiellement lancé dans cette région. C'était le 29 novembre dernier. Cela s'est déroulé au cours d'une importante cérémonie organisée au siège régional de Orange Niger. Retrouvons Alzouma Seni Soumaïla. L'Internet haut débit mobile 3G+, est désormais disponible à Maradi, la capitale économique du Niger, grâce au réseau de téléphonie mobile Orange Niger. Le lancement de ce haut débit mobile a été effectué le 29 novembre dernier par le directeur général de l'entreprise au grand bonheur des habitants de la ville de Maradi. Depuis son installation en juin 2008, Orange Niger a réalisé avec le concours des partenaires d'énormes investissements en vue d'une part de densifier et renforcer son réseau et d'autre part de diversifier ses offres de services. Grâce à ces investissements, Orange couvre aujourd'hui 75% de la population par le mobile, toutes les capitales de région et certains départements par l'Internet haut débit fixe et le réseau 3G haut débit mobile est désormais une réalité à Maradi après Niamey. Nous procédons ce jour au lancement du réseau 3G+ d'Orange à Tawa et à Maradi. L'Internet mobile haut débit offre de nombreux avantages. Il permet bien sûr d'accéder à l'Internet, de recevoir et d'envoyer des mails, de télécharger des vidéos avec tout le confort d'utilisation. À ce jour, Orange est le seul opérateur qui dispose d'un réseau 3G+ au Niger, à Niamey, Maradi, Tawa et dans les toutes prochaines semaines, ce sera Zander, Agadez, Difa, Dosso et Tillabéri. Ce choix stratégique volontariste de développer l'Internet haut débit partout au Niger est aussi un élément de notre politique de responsabilité sociale d'entreprise. C'est-à-dire mettre à la disposition des populations un réseau Internet pour leur permettre de rentrer pleinement dans la société de l'information. Nous contribuons ainsi à réduire la fracture numérique au Niger, ce qui est une volonté clairement affichée par les autorités du Niger. Un service haut débit dont le lancement à Maradi a été apprécié et encouragé par les autorités régionales. Cette innovation majeure de Orange Niger cadre parfaitement avec les priorités de la politique en matière de communication, de la politique de la Renaissance, chère aux autorités de la sécurité. En effet, la réduction de la fracture numérique au Niger en général et dans les zones rurales en particulier figure, comme vous le savez, parmi les priorités du président de la République de la République. Ce lancement de l'Internet haut débit à Maradi est un choix stratégique d'Orange Niger dans sa volonté d'offrir à sa clientèle une large gamme de services innovants de télécommunications. Restons encore avec Orange Niger qui était cette fois-ci à Tawa pour une soirée organisée dans l'enceinte de l'hôtel Tarka. L'objectif est aussi d'échanger sur les avantages de la 3G+. Asman Amadou. Cette soirée organisée par Orange Niger dans l'enceinte de l'hôtel Tarka en présence des autorités de la région de Tawa a pour objectif le lancement officiel de l'offre 3G. Orange Niger est la première compagnie de téléphonie mobile à apporter cette offre au Niger, précise Abdraman Mayaki, en donnant des explications relatives aux avantages de la 3G aux participants. Le lancement officiel de la 3G+ à Tawa. Et donc c'est un symbole très fort pour nous que nous lançons à l'endroit de nos clients pour les rassurer sur l'externalisation et l'émancipation de l'Internet à grande échelle. Donc on cherche à vulgariser un petit peu l'usage d'Internet, leur faire comprendre que Internet aujourd'hui est accessible partout et à tous. On l'a déjà fait au préalable à Niamey avec des caravanes pendant 6 semaines. Ça a très bien marché, les clients étaient, la population était très satisfaite. Aujourd'hui donc nous réitérons l'expérience à Tawa. Et nous sommes donc très contents d'avoir pu aujourd'hui organiser ce dîner avec les officiels pour leur faire part justement de la puissance et la vitesse de la 3G qu'Orange propose. Nous sommes le premier opérateur à apporter la 3G à Tawa. Nous sommes le premier opérateur à apporter un Internet rapide et puissant. Et nous sommes donc le premier opérateur à s'intéresser
encore plus à l'usage que doivent faire les clients de l'Internet. Après l'intervention de la directrice commerciale grand public, Hajara Ila, qui a souligné les objectifs de leur mission dans la région de Tawa, le responsable régional d'Orange a à son tour souhaité la chaleureuse bienvenue à toutes les délégations venues pour la circonstance. Dans son intervention au cours de cette soirée, le gouverneur de la région de Tawa a salué cette initiative d'Orange Niger qui va sans nul doute améliorer les conditions d'utilisateurs à faire leurs travaux sur les nets sans difficulté à temps réel. À la fin de toutes ces interventions, le responsable de ce volet a présenté la 3G et toutes les offres liées à ce service à travers une projection. Une présentation qui a impressionné les participants qui ont posé plusieurs questions de curiosité surtout pour en savoir plus sur la 3G. Les participants sont satisfaits de la qualité des services d'Orange Niger. Et puis, je l'annonçais, le volet reportage de cette édition est donc consacré aux accidents de la route devenus de plus en plus monnaie courante dans la capitale. Les causes de ces accidents sont souvent liées au non-respect du code de la route par les usagers ou encore au dysfonctionnement des feux optiques. C'est en tout cas ce qui ressort de ce constat signé Oumarou Amadou. On a coutume de le dire, l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. À Niamey, se lever tôt pour aller travailler relève du parcours du combattant. Mis à part l'étroitesse des routes, les embouteillages, des feux optiques défectueux, le problème crucial reste et demeure le non-respect du code de la route par les usagers. Que ce soit les engins à 2 ou 4 roues, le constat est le même. Les accidents de la circulation routière à Niamey sont devenus monnaie courante. Il ne se passe jamais une demi-journée sans que ne retentissent les sirènes des ambulances ou des sapeurs. Leur travail, secourir les accidentés. C'est ce qui amène ça. Chaque fois, les gens ne respectent pas le stop et autres. Toujours, les gens viennent, ils précipitent pour passer. Tout de suite, là, les gars a viré, il a cogné les gars. Tu vois? C'est ça qui amène ça. Ah ouais. Les gens ne respectent pas le stop. Il n'y a pas celui-là, c'est tout le monde qui... Tout le monde, les gens ne respectent pas ça. Toujours il y a d'accidents ici. Toujours il y a l'accident ici. C'est comme ça. Comment faudra-t-il faire pour arrêter tout ça? Il faut qu'on respecte le code. Il faut qu'on respecte le code. Les gens, on les donne des permis de n'importe quoi. C'est ça qui amène ça. Moi, il y a trop d'accidents et ce n'est pas un souhait, il y aura trop dans tous les cas, parce que tout simplement à cause du comportement de nos usagers. Tu viens et les gens ne sont pas patients parce que tu as la priorité, tu viens à toute vitesse, tu t'engages. Même si tu vois quelqu'un en train de faire des manœuvres, tu n'attends pas. Or, ce n'est pas le code. Dans le code, quand je suis en train de faire des manœuvres, donc tu n'as plus de priorité, tu dois arrêter, tu dois t'arrêter. Les gens ne les font pas. Certains aussi, quand je suis dans la voiture, je minimise celui qui est sur la moto. Celui qui est sur la moto, il minimise les piétons. Vous voyez, donc c'est des problèmes comme ça qui amènent vraiment des accidents. Ces derniers temps, un nouveau phénomène est né. Il s'agit pour les motocyclistes de rouler souvent à vive allure avec des écouteurs aux oreilles. Phénomène de mode ou de prise de risque. Très dangereux. Donc ce comportement engendre beaucoup d'accidents. À cela s'ajoute le téléphone cellulaire utilisé par les usagers de la route, même étant au volant. Un facteur de plus pour la survenue d'un accident. Comme je l'ai dit, les causes sont multiples. Mais vous savez, le fait que les feux ne marchent pas, qu'on n'ait pas des voies en bon état et tout ça, pour moi, si nous nous disciplinons en tant qu'individus, on n'a pas besoin de feu pour éviter les accidents, pour fluidifier la circulation. Il suffit pour cela que les Nigériens apprennent que la vie, c'est moi et les autres. Mais aujourd'hui, on est inscrit dans une logique d'égocentrisme ici au Niger, qui fait qu'on ne veut pas être tolérant vis-à-vis de l'autre. Quel que soit par ailleurs, nos propres manquements, on ne met l'accent que sur les défauts des autres. On ne voit pas les nôtres et on ne se dit pas que chaque être humain est supposé avoir ses propres défauts et on devrait pouvoir vivre avec ses défauts. Mais l'un des problèmes majeurs dans la circulation routière est la non-tolérance.
un sérieux problème de mentalité. Tout le monde est pressé et personne ne veut patienter. Dans les bouchons, fréquemment surviennent des échauffourées entre usagers de la route. Pour remédier à tous ces problèmes, une seule solution, sensibiliser les usagers de la route sur les dangers liés à la circulation routière afin qu'ils puissent strictement respecter le code de la route. Le ministre des Transports, en collaboration avec les agents régulant la circulation routière, doivent sanctionner les contrevenants. À bon entendeur, salut. Voilà, et c'est sur ce constat signé Oumarou Amadou, alias Fanflex, que se referme ce journal essentiellement consacré, vous l'avez compris, à l'actualité nationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à vous le présenter, je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de l'H24. Au revoir.